Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Midal. Philosophe, éditeur et youtubeur, il nous invite à réfléchir sur ce qu'est réellement la magie dans nos vies, loin des clichés et des attentes irréalistes. S'il y a de la magie, elle est forcément au cœur de notre propre vie. Tout l'enjeu, c'est ne pas renoncer à l'extraordinaire, mais comprendre qu'il ne peut être que dans l'ordinaire. Un échange captivant pour reconnecter à une forme de simplicité. Mais le paradoxe, c'est que rien n'est plus simple que d'entrer en rapport à la magie de l'ordinaire. C'est très simple. C'est pas facile, mais c'est très simple. C'est justement le sujet de l'épisode, trouver quelques clés pour se connecter à cette magie. Et si déjà, cela consistait à arrêter de se regarder le nombril. L'idée qu'il faut comprendre la source de nos problèmes pour avancer est une idée complètement fausse. Fabrice Midal nous invite à nous ouvrir au monde. C'est pas en se regardant soi-même qu'on découvre qui on est. C'est en entrant en relation avec le monde qu'on découvre qui on est. Ce que disait Bernanos, se connaître soi-même est la démangeaison des imbéciles. Et il nous invite à comprendre que le bonheur se trouve peut-être dans une zone que l'on ne souhaite pas voir. Nous confondons le confort et le bonheur. Le bonheur, c'est pas le confort. C'est à la fois une discussion profonde, pleine de sens, mais aussi légère, où je partage certains questionnements avec Fabrice. Faut-il forcément une claque dans la vie pour enfin apprécier un nuage ou un bon thé ? Non, il faut des fois un bon câlin. Justement, c'est la douceur d'un câlin que je te propose dans cette interview, reconnecté au sens de la magie de l'ordinaire, le nouveau livre de Fabrice Midal. Je tiens à remercier le M Social Opéra Paris de nous avoir accueillis dans leur cadre chaleureux. Et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi que Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Fabrice, comment te sens-tu aujourd'hui ? Très bien, bonjour. Je suis enchanté que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je sais que tu fais peu d'interviews, donc merci en tout cas d'avoir accepté. J'avais essayé plusieurs fois, j'avoue, de te contacter. Donc pour moi, c'est quand j'ai réalisé ce podcast et que j'avais fait une sorte de vision board pour avoir les invités que je voulais avoir, tu étais sur ce vision board. Donc pour moi, c'est Alors pourquoi ? On va renverser, c'est moi qui ai posé la question. Pourquoi ? Parce que tu m'inspirais, en fait. J'avais lu tes livres, il y avait eu quelque chose qui... Enfin, j'avais écouté tes méditations aussi, j'aimais ce que tu dégageais. Je peux pas trop l'expliquer, mais en fait, j'ai retrouvé il y a pas longtemps dans mes photos, des photos que j'avais prises à la Fnac de tes livres. Mais ça remonte à des années avant que j'ai ce podcast, avant que je touche le développement personnel. Et même avant ça, quand j'étais dans un tout autre milieu, finalement, je te connaissais déjà. Et j'aurais pas imaginé... C'est dire que j'ai un certain âge. En tout cas, tu illumines, comme un peu la couleur que tu portes, je pense, un grand nombre de personnes, même au-delà des personnes qui sont dans le développement personnel ou autre. Et ça, c'est top, je pense. Et c'est d'autant plus top, je pense, avec ce nouveau livre. Il m'a tellement parlé. Moi, quand j'ai reçu ton livre, je me suis dit, il pouvait pas mieux tomber. En fait, je t'en parlerai après. Moi, ce que j'ai envie de savoir, déjà, si tu devais te présenter, je t'invite à une soirée avec mes potes, une soirée d'anniversaire. Je sais pas si ça... J'irai pas. T'iras pas. Mais imaginons que tu sois. Comment tu te présentes ? Je dis que je suis philosophe, éditeur et youtubeur. Ouais, ok. Tu seras forcément habillé en jaune ? Sans doute. Sans doute. On a dû déjà poser la question, mais c'est vrai que j'ai pas la réponse. Pourquoi le jaune ? Il n'y a aucune réponse, aucune raison. Parce que j'aime ça. Je crois que c'est très important dans la vie de faire des choses qu'on aime sans forcément toujours chercher des raisons. C'est comme quand on est amoureux. Pourquoi on est amoureux, on ne sait pas. Pourquoi la plupart des grandes décisions qu'on prend dans sa vie, ou même des petites, ne reposent pas forcément sur un pourquoi, mais on sent que c'est juste. Et je sens que c'est juste pour moi. Ça me fait du bien. Ça m'aide. Ok. On va pas reprendre tout ton parcours parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport au livre. Donc imaginons, je te donne 3 minutes pour te présenter sur les grands chapitres de ta vie. Comment tu racontes Oh non, on va pas faire ça. C'est trop difficile. Trop difficile ? Oui, et puis j'aurais l'impression de passer un entretien d'embauche. Et j'en ai jamais passé, donc... très bien. Alors on fait pas comme ça. Rentrons dans le vif du sujet directement. Comme je te disais, moi, c'est un livre qui m'a parlé tout simplement par rapport à ma mère qui m'a appelé, qui m'a appelé, on s'appelle souvent, mais il y a un an, on avait une discussion et elle m'avait dit ton problème, en tout cas, si aujourd'hui t'es pas totalement épanoui, c'est que tu cherches une vie hollywoodienne tout le temps. Tu cherches à vivre un film Hollywood constamment. C'est vrai, je cherche un peu cette vie incroyable constamment.
Et j'ai vite compris, forcément avec ton livre La magie de l'ordinaire, que j'étais potentiellement à côté de cette magie. Oui. Oui, parce que s'il y a de la magie, elle est forcément au cœur de notre propre vie. Tout l'enjeu, c'est ne pas renoncer à l'extraordinaire, mais comprendre qu'il ne peut être que dans l'ordinaire. Je crois que c'est la grande leçon, de la philosophie et des grandes sagesses de l'humanité. T'es pas le seul. Il y avait un grand maître, un grand pratiquant japonais qui s'appelait Dogen au XIIe siècle. Et alors, il a envie de comprendre le secret hollywoodien de l'éveil. Donc, il demande à tous les gens au Japon, et personne ne peut lui dire un truc vraiment conséquent. Alors, il part en Chine pour essayer de trouver enfin le secret de l'éveil. Et alors, il arrive dans un bateau, il doit rester dans le bateau pendant quelques jours pour des vérifications sanitaires. Et puis, il y a un moine qui arrive, et il commence à parler avec lui, et il est passionné. Il trouve que cet homme comprend quelque chose. Et il lui explique qu'il est le cuisinier du monastère. Et puis, vers 5 heures, il dit « il faut que je m'en aille, parce que c'est moi qui fais à manger ce soir. Et je suis venu pour acheter des champignons, et là, j'ai acheté mes champignons, et je vais au monastère. » Et Dogen le regarde et lui dit « non, mais là, on est en train de parler des choses les plus importantes, de la spiritualité. C'est pas grave d'aller faire à manger, est-ce qu'on peut pas faire des choses importantes ?» Et le moine le regarde, et il dit « ah, vous en êtes que là. Vous avez encore rien compris. » Et Dogen raconte que c'était un des moments absolument majeurs de sa compréhension, que si l'éveil existe, il est dans des choses toutes simples. Du reste, c'est très amusant parce qu'il a écrit un très beau livre sur le cuisinier, et qui était le numéro 2 dans un monastère, dans les monastères zen, et avant dans le Chan. Le numéro 2, c'était pas après l'abbé, c'était le cuisinier, parce que celui qui fait à manger, il est en rapport à la présence, à l'attention. Donc on peut dire que tout l'enjeu, c'est l'éveil existe, mais il n'est que dans l'ordinaire de nos vies. L'amour n'existe, mais il n'est que dans la rencontre qu'on peut avoir. Donc, je dirais, la difficulté de ta question, c'est que tu as une aspiration à quelque chose de grand, et il ne s'agit pas d'y renoncer. Au contraire, il ne s'agit pas, le message de mon livre, c'est pas « sois plus, ne cherche pas l'impossible, contente-toi de ce que tu as ». C'est pas du tout ça. Mais c'est si tu veux l'impossible, tu ne peux le trouver qu'en travaillant dans l'ordinaire de ta vie. Sinon, tu n'as pas de point d'appui. Tu n'es pas dans le réel. Tu es dans une sorte de fantasme, d'élucubration mentale qui te sépare du trésor. C'est comme s'il y a un puits qui est dans ton jardin. Il faut le trouver dans ton jardin. Et c'est une grande histoire. C'est une des grandes histoires. On dit qu'elle est soufie, mais on la trouve partout. C'est un homme qui fait le rêve que sous un pont, dans une ville lointaine, alors ça dépend, donc des fois, le nom de la ville change selon les gens qui racontent l'histoire. Il y a un trésor qui est caché sous un pont. Alors il traverse la ville, il laisse sa femme, ses enfants, il dit « t'es fou, juste pour un rêve ?» Il dit « mais je sens, il faut que j'aille là-bas. » Il va là-bas. Et puis là-bas, il arrive, il voit le pont, il retrouve le pont. Et là, il y a un policier qui est là. Il dit mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit j'ai fait un rêve qu'ici, là, sous le pont, il y a un trésor. Et le type lui dit mais t'es trop con de croire à ça. Moi, j'ai rêvé que dans un village, il y a un arbre qui est comme ça, le village est comme ça, là, il y a une rivière qui est comme ça, et il y a un trésor. Et l'homme comprend que le trésor, il est caché sous son arbre. Ouais. Il retourne et il découvre le trésor. Donc parfois, il faut aller loin, mais le trésor, il est dans l'ordinaire de nos vies. C'est ça un peu le message de ce conte. Et je crois que ta maman avait raison. Ouais, justement, t'en parles. Alors, j'allais parler de la partie dans ton livre, devenir l'horloger de ses routines, et je suis en train de me dire que j'en ai perdu ma montre qui est ici, parce qu'il faut que je garde un petit œil sur le temps. Hop. Tu parles justement de l'horloger de ses routines. J'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que justement, tu dis, il est curieusement convenu que le train-train, la routine, sont les ennemis de l'enchantement. Par opposition à l'aventure, à l'intensité rêvée, fantasmée, à la vie d'Instagram dans laquelle, du moins, sur les photos, aucune journée ne ressemble à celle qui l'a précédée, ni à celle qui va suivre. Comment toi t'arrives à rendre justement la routine belle et magique, quelque part ? Alors oui, déjà c'est ça l'idée, c'est-à-dire la routine c'est pas forcément négatif. Ça devient négatif
quand ça nous empêche quelque chose, que la routine est là pour fuir quelque chose. On s'abrite dans la routine parce que on se ferme, notre cœur se ferme, nos yeux se ferment. Mais la routine, elle peut nous servir d'appui. Moi, j'ai une vie très réglée, puisque ce que j'aime faire, c'est travailler dans mon bureau. Donc, je passe mon temps dans mon bureau. Donc, le matin, je me lève et je vais dans mon bureau. Mais pour moi, c'est le paradis. Voilà, ce matin, je suis monté dans mon bureau, j'ai travaillé. Après, je suis content, j'ai plein d'amis que je n'ai pas parlé depuis longtemps sur un texte que j'étudie d'un théologien que je ne comprends pas très bien, lui, le comprendre, parce qu'on a travaillé ensemble. Et donc, la routine, c'est aussi un cadre qui permet de ne pas s'occuper de certaines choses pour s'occuper d'autres choses. Donc, moi, j'ai quelques routines comme ça. Je me lève, je fais ta. Et comme ça, mon esprit est disponible pour ce qui m'intéresse vraiment. Donc, pour moi, la routine, elle est un appui pour mieux me tourner vers ce qui m'importe vraiment. C'est intéressant parce que souvent, justement, le mot routine, notamment dans le couple, on pourrait dire que la routine est un tue l'amour quelque part, peut tuer le couple. Ouais, les gens disent tout ça, mais c'est pas faux, mais c'est rapide. On peut dire, on prend un café avec son conjoint tous les matins. Est-ce que cette routine fait que ça peut ne pas être complètement magique chaque matin? Il n'y a pas de raison. Il suffit de regarder par la fenêtre, d'être là. Il y a quelque chose qui peut être complètement merveilleux. Il y a une grâce du quotidien, justement, parce que ça nous ancre. Donc, je dirais, la routine, dans un couple dont tu parles, c'est vraiment le fait qu'on n'ose plus se parler, qu'on n'ose plus se mettre à nu. Et c'est ça qui tue l'amour, c'est pas la routine. C'est le fait qu'on s'appuie sur la routine pour éviter un moment où on est juste ensemble pour rien. Un moment de silence, un moment de partage, un moment de tendresse, un moment d'amour. Et la routine peut l'empêcher ou le permettre. C'est quelque chose que tu as appris, justement, au fur et à mesure, ou tu as tout le temps été comme ça, tu as tout le temps eu cette intériorité, presque, cette réflexion sur la vie? C'est une vaste question. Disons, comprendre que c'est dans l'ordinaire qu'est la dimension magique, moi, je l'ai appris dans l'enseignement que j'ai reçu dans la tradition bouddhiste quand j'étais jeune. J'ai eu la chance, il y a très longtemps maintenant, d'être proche de très grands maîtres. C'est comme ça que j'ai d'abord été formé à la méditation. C'était un moment un peu étrange, puisqu'il y avait des maîtres qui avaient vécu 20 ou 30 ans dans des cavernes au Tibet, qui avaient dû fuir à cause de l'invasion chinoise. Et donc on se retrouvait avec des maîtres exceptionnels. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et malheureusement, ils sont tous décédés. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Et c'est clair que ça m'a appris ça. Parce que quand j'étais jeune, au contraire, je détestais le quotidien. Je me souviens quand j'étais adolescent, je n'avais qu'une envie, c'est de fuir le quotidien. J'avais l'impression que c'est ça qui m'empêchait d'être moi-même. Mais c'est pas s'ouvrir au quotidien, c'est s'ouvrir à la magie qui est cachée dans le quotidien. Et donc ça demande beaucoup d'engagement, d'attention et une certaine nudité. Je pense que si on n'est pas un peu à nu, on manque l'ordinaire. C'est pour ça qu'on manque l'ordinaire. La vraie raison, c'est que nous pensons tous un peu malencontreusement que si je fuis l'inconfort, je vais trouver le confort. Et en fait, c'est une des plus grandes illusions dans lesquelles sont prisonniers les êtres humains. Plus je fuis l'inconfort, plus je tombe dans des aveuglements, des habitudes qui obstruent ce que je suis. Donc c'est plutôt ça qui est le problème. C'est fuir l'inconfort, c'est la grande erreur. Quand on est amoureux, il y a quelque chose d'inconfortable. On est bouleversé, on est touché, on a peur. Et c'est merveilleux. Mais à part le moment où on est amoureux, c'est un des rares endroits où on voit que l'inconfort est merveilleux. Mais le reste du temps, on a beaucoup de mal avec ça. Mais pourtant, c'est fondamental. Partout, c'est fondamental. Si quand j'écris un livre, j'ai pas un moment où je crois que c'est catastrophique, que je pense que je vais pas y arriver, ça marche pas. C'est obligé. C'est comme ça que j'avance. Il y a un moment, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et les crises sont des occasions de revenir à la dimension magique de l'ordinaire qu'on a perdue.
Ouais, mais justement, tu parles de crise, mais comment quelqu'un qui nous écoute peut réussir. Forcément, lire ton livre, ça donne pas mal en tout cas de clés, évidemment. Mais là, si tu as une ou deux clés à donner pour reconnecter à cette magie-là, quand on a l'impression de l'avoir perdue, potentiellement. Alors d'abord, je dirais, tout le monde l'a connu. Ne serait-ce que quand on était enfant. Quand on est enfant, on a un rapport à la magie de l'ordinaire. Donc c'est très important de comprendre le paradoxe de ce que je dis, c'est qu'on le sait tous, mais qu'on a perdu le chemin. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on a perdu le chemin. Et je dirais qu'il faut commencer par explorer pourquoi on a perdu le chemin. Et on a perdu le chemin parce qu'on respire une atmosphère dans laquelle on sent qu'il faut toujours essayer d'être parfait, d'être impeccable. Donc on veut tout contrôler, on veut tout gérer et on croit que ça marche. Donc je crois que c'est plutôt on retrouve la magie ordinaire en défaisant ce qui nous empêche de la voir, parce qu'on ne peut pas construire pour voir la magie ordinaire, puisque c'est le plus ordinaire qui est là. Mais on le manque parce qu'on a comme un mauvais GPS. On a un GPS qui nous dit par où il faut aller, mais ce n'est pas du tout un GPS qui nous correspond. Donc on va dans la mauvaise direction, qui est le contrôle, la gestion, être parfait, vouloir que tout le monde nous reconnaisse, que tout le monde nous aime. Et peut-être que la magie ordinaire paraît, tout le monde ne m'aimera pas, je suis qu'un être humain, et entrer complètement dans cette dimension-là. Et c'est ça, la magie de l'ordinaire, c'est j'accepte d'être un être humain, et pas une sorte de robot parfait. Mais on a ce modèle-là. On est tous pris par... c'est très difficile de pouvoir assumer d'être un être humain aussi confus, perdu, imparfait que nous sommes. Oui, parce que peut-être que la société aussi nous amène à des injonctions, même le développement personnel oui, aussi. Oui. C'est compliqué parce que ça ne veut rien dire, c'est comme le cinéma, il y a du cinéma d'art et d'essai, il y a du cinéma hollywoodien et du cinéma de propagande. Dans le développement personnel, il y a tout un discours qui nous fait croire que c'est par un effort de volonté qu'on va réussir à contrôler sa vie. C'est une illusion totale. Mais il se trouve que je suis l'un des principaux éditeurs de développement personnel en France. Je n'ai jamais publié un seul livre qui dit ça. Et je suis le principal éditeur de développement personnel en France, parce que je dirige la collection Pocket depuis 20 ans. Donc, tous les livres que je publie, c'est des gens qui parlent avec leur cœur de cette manière de pouvoir embrasser sa propre tendresse, sa propre vulnérabilité, d'accepter d'être un être humain. Mais c'est sûr qu'il y a tout un discours très dangereux et très culpabilisateur au fond, parce que si j'y arrive pas, c'est de ma faute, c'est une double peine. Alors qu'au fond, la magie de l'ordinaire, c'est le chemin le plus simple pour découvrir comment je peux surmonter toutes mes difficultés qui viennent d'une méconnaissance radicale de ce que je suis et de ce que je peux. Ce que je suis, ce que je peux. Et la magie de l'ordinaire ne vient que si je m'autorise à être qui je suis et à faire ce que je peux. Donc c'est vraiment un manuel aussi de l'action. C'est un peu le paradoxe, parce qu'au début on se dit la magie de l'ordinaire, ça va être un livre contemplatif, mais c'est un livre sur l'action. J'arrête pas de montrer tout au long du livre comment j'agis habituellement, et comment ça bloque, et comment je peux agir par la magie de l'ordinaire. Par exemple, je raconte, quand j'ai commencé mon métier d'éditeur, j'avais des réunions avec ma directrice, qui était une femme formidable et très impatiente, et je prépare tous les points forts du livre et les points faibles du livre, et ça dure, j'explique tout, j'ai vraiment bien travaillé, parce que je tenais vraiment à faire ce boulot, ça me passionnait. Et la deuxième réunion, elle me dit mais vous m'emmerdez avec votre truc, j'en ai absolument rien à faire. Dites-moi juste quand un livre fait waouh pour vous. Et moi j'étais déconcerté, parce que c'est pas sérieux. Moi j'avais fait le résumé, une fiche détaillée, les points forts, les points faibles, et j'ai appris quelque chose de fondamental. Là où ça fait waouh, donc là où je trouve qu'il y a quelque chose qui me travaille, qui m'a touché, qui fait sens, là, je vais pouvoir en parler. Et si ça m'a touché, peut-être ça va toucher d'autres personnes. En tout cas, à partir de là, on va pouvoir discuter ensemble. Et ça a changé ma vie. Donc c'est ça la magie ordinaire. C'est à la fois, elle m'a montré qu'il fallait qu'il y ait de la magie ordinaire pour que je fasse mon métier, mais la magie ordinaire, c'est aussi ce qui m'a permis d'être éditeur. Sinon, si j'avais continué à essayer d'être le bon élève, au fond, quand on est le bon élève, on croit tous que si on est le parfait bon élève, ça va marcher. Ben, c'est pas vrai. C'est une grande erreur. Ça marche quand on est un peu en accord avec soi-même, même si on est fragile, imparfait, plein de problèmes, de difficultés. Il faut embrasser ça.
Ça m'a beaucoup parlé, justement, quand tu parles du waouh, et d'ailleurs tu vas un peu plus loin pour comprendre quelle est la signification du waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble qu'il y avait une connexion à un moment donné avec des vaches. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que, alors après, un autre conseil, c'est comment, quand il y a un waouh, ça ne suffit pas. Il faut passer du petit waouh au grand waouh. Ouais. Donc, je vois des vaches. Waouh! J'ai une passion depuis l'enfant des vaches. Je trouve c'est très beau. Puis moi, je suis parisien, donc j'en vois passer souvent. Donc, c'est encore plus extraordinaire. Donc, je vois ces vaches. Je suis dans le Jura. Je vois ces vaches blanches. Mais au lieu de dire juste waouh et de passer à autre chose, et que c'est juste un moment un peu bon, ben, j'ai me dit comment je peux passer au grand waouh? Pourquoi? Alors, j'essaie de me poser une question. Par exemple, moi, là, dans ce cas, pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est pas si facile. Je veux dire, là, ça demande un tout petit peu d'effort. Je reste, et là, je comprends que pour moi, là, ces vaches, elles me donnent un sens de paix. Et que pour moi, le grand waouh, c'est de me laisser complètement traverser par la paix que ces vaches me donnent. À ce moment-là. Ça pourrait être autre chose. Ça aurait pu être, 5 minutes plus tard, de la joie. Il ne s'agit pas d'être objectif. Il s'agit juste de sentir, de laisser quelque chose rayonner. Alors, j'ai appris ça grâce à... Excuse-moi, ça fait un peu pédant, mais grâce à Marcel Proust, que j'aime beaucoup. Et Proust a une correspondance avec un jeune homme qui s'appelle Lucien Daudet, qu'il aimait beaucoup. Ils ont peut-être même été amants. Dans la correspondance, j'aime beaucoup les correspondances de Proust. C'est toujours bouleversant. Il est tellement hypersensible que moi qui ai beaucoup travaillé sur l'hypersensibilité, ça me parle beaucoup. Alors le jeune homme, ils ont sorti d'avoir écouté la symphonie de Beethoven. Alors, il fait pom 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 pom. Et Proust se tourne vers lui et lui dit: est-ce que tu crois qu'avec ton pom 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 pom, tu dis quoi que ce soit de ce qui t'a touché? Est-ce que tu peux pas te dire là quelque chose, pourquoi ça t'a rendu joyeux? Et Lucien Daudet, ça a été une révélation. Il a compris que ça valait la peine de creuser un peu notre expérience pour en tirer davantage le trésor. Et c'est ça. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, on prend le café avec son conjoint le matin. Qu'est-ce qui se passe? On passe du petit waouh à un grand waouh. Si on allait juste dire, mais qu'est-ce qui me touche là, maintenant? Si on prend, donc c'est pas, il y a une manière de creuser un peu, de suivre un peu un chemin. Et il faut s'entraîner. Au début, on a l'air idiot. Puis j'imagine peut-être pour ceux qui nous écoutent, quand je dis que les vaches, ça fait un sens de paix, ils disent ah bon, le pauvre, oui, pourquoi? Mais moi, ça, d'un seul coup, j'ai mieux senti pourquoi les vaches me touchaient. Que leur présence, leur dignité, la blancheur me donne un sens de paix à un moment où j'étais un peu tourmenté, et ça m'a remis en rapport à la paix. Et donc voilà, c'est ça le passage. C'est hyper intéressant à mettre en pratique, justement, dans ce livre, comme tu dis, c'est quand même aussi beaucoup de passages à l'action, j'ai le sentiment. Oui, et c'est clair. En fait, depuis que je l'ai lu, je me suis questionné sur qu'est-ce qui me rendait, qui m'émoustillait, en tout cas où il y avait un waouh. Et je sais qu'aller à un concert, une entrée de concert, ça va me faire un vrai waouh, je vais me sentir en connexion, il va vraiment se passer quelque chose avec l'artiste qui est sur scène. Et je me suis rendu compte aussi que je suis resté en couple pendant 9 ans, et il y avait un effet waouh quand j'étais avec mon ex-compagnon, et qu'on regardait une série avec mon chat, et qu'on était tous les trois, l'un contre l'autre, et que j'ai même sous-estimé en fait la puissance de cette routine. Voilà. Et c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui depuis qu'on est séparés d'ailleurs. Nos idées nous empêchent de voir le réel. Ouais. Le chemin, c'est d'entrer en rapport au réel. C'est ça la clé. C'est déconcertant, mais le réel est plus riche et plus profond qu'on ne le croit. Et nos pensées et nos idées sont assez pauvres. Donc, au fond, on a des représentations et on est intoxiqué par nos représentations et nos idées. Et c'est terrible. Et il faut s'ouvrir au réel. Le réel est surprenant. Le réel, la réalité, c'est complètement surprenant. Donc, quand tu le vivais, ton idée faisait que ce moment, tu voyais pas que c'était ça qui était magique. Mais c'est ça qui était magique, et il n'y a pas de raison. C'est comme la couleur jaune. Il n'y a pas de raison pourquoi toi... Moi, ça serait l'enfer de regarder une série et avec un chat, mais alors là, moi, juste... mais justement, c'est ça. C'est que nous avons à assumer quelque chose de notre singularité. Et il y a un autre élément qui est absolument central. Tu remarques que
Un moment magique, c'est quand tu vas écouter un concert. Donc, un moment magique, c'est quand on est en relation et que on crée... Il y a la réalité et nous, et on entre en consonance l'un l'autre. Quand nous pensons dans nos vies, qu'est-ce qui va nous rendre heureux, on ne pense pas du tout au lien, à cette sorte d'entrer en résonance avec le monde. On pense que c'est augmenter notre capacité à gérer nos affects, gérer nos émotions, augmenter notre capital, c'est-à-dire s'instrumentaliser comme une machine. Je dis tout le temps, on gère ses émotions, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'on a un rapport économique avec soi-même, que c'est toujours cette idée, je suis une machine qui doit potentialiser mon rendement au maximum et que c'est ça qui nous rend malheureux. Donc toutes nos vies, tous nos messages, on accuse un peu le développement personnel, mais enfin c'est surtout le management général de notre société. Il faut se manager soi-même, il faut se potentialiser soi-même, alors que tout le monde, tu l'as dit, ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer, ce qui donne sens à ton existence, c'est pas le potentiel. C'est l'entrée en résonance avec un concert où tu es en union avec le musicien ou avec ton compagnon ou avec un chat. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire que quand on regarde le réel, tout le monde va dire la même chose, mais les représentations mentales qu'on a, ça va nous dire le contraire. Et c'est ça que j'essaye dans le livre de décortiquer pour montrer vous êtes victime d'une idéologie mortifère, sans vous en rendre compte, qui vous intoxique en vous faisant croire que vous allez être heureux, que vous allez réussir, que vous allez vous accomplir, en vous coupant de votre humanité. Et c'est fou, ça ne marche pas, mais nous croyons tous ça. Pourquoi il est né cette année, ce livre? Pourquoi il arrive à ce moment-là? Je sais pas, c'est un miracle. Ok. Ça fait longtemps que je me disais, un jour, il faudrait que je dise ça, le sens profond de la sagesse et de la spiritualité, mais je voyais pas. Puis là, d'un seul coup, j'ai trouvé le chemin. Et j'ai bloqué pendant longtemps. Je croyais que j'allais jamais y arriver. J'étais pas content. Et puis une fois, je vais dans un café, je parle avec quelqu'un qui me parle de ses problèmes. Et là, j'ai compris que le livre ne marcherait que si, après chaque chapitre, ce que j'ai rajouté, et qui a fait que le livre là, j'ai senti que c'était possible. Chaque chapitre, je finis par raconter comment on agirait dans une situation avec cette sorte de contrôle et comment on agit à partir de la magie de l'ordinaire. Et là, je me suis dit, ça y est, les gens peuvent comprendre pourquoi la magie de l'ordinaire, c'est pas juste un moment agréable que j'invite à vivre, mais c'est la seule manière de trouver des ressources qu'on ne soupçonnait pas en nous. Et c'est ça un peu la clé. C'est qu'en nous, on a des ressources. C'est comme on a tous vu ça quand on était enfant. On va à l'école, on croit qu'on ne va pas y arriver. Nos parents disent, mais si tu peux y arriver. Et puis on voit que d'un seul coup, on y arrive, alors qu'on croyait qu'on ne pouvait pas y arriver. Donc on a ce filtre qui nous empêche de voir ce dont nous sommes capables. Ouais. La magie de l'ordinaire, je montre quand on s'ouvre au réel et quand on s'ouvre à la relation, à l'écoute, eh ben, le monde nous tend la main et nous fait des cadeaux. Et donc, c'est ça, le livre, c'est quel est le secret pour que le monde nous tende la main et nous donne la clé pour ouvrir la porte. La clé, elle est là. Donc, si on a le désir hollywoodien, comme tu disais au début de notre entretien, de quelque chose de parfait, je ne vais pas saisir la clé de quelque chose que je peux, que je ne sais pas. C'est tout bête. Reprenons l'exemple qui, pour moi, celui d'écrire un livre. Jamais, quand je commence un livre, je pense que je vais y arriver. Je le sais un peu, mais j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. C'est indispensable, c'est naturel. C'est pas... Mais les gens attendent d'être sûrs de pouvoir faire la chose pour la faire, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc là, je me coupe de la magie. Donc il n'y a pas la rencontre. Là, par exemple, le livre, en racontant, le point central du livre qui m'a fait dire, ça y est, je peux le faire, là je sens, il est arrivé par hasard parce que j'écoutais quelqu'un. Là, au début, la conversation avait l'air pas du tout intéressante. D'un seul coup, il y a une question que la personne a posée sur ses difficultés au boulot. Je dis, mais oui, mais c'est ça. La magie de l'ordinaire, c'est résoudre les problèmes qu'on a au boulot. Sinon, c'est pas intéressant. Et je vais reprendre le livre en expliquant ça. En expliquant, mais des trucs qui ont l'air déconcertantes, comme comment
J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami qui s'occupe d'aider les gens à faire des prêts pour acheter leur appartement. Ouais. Et comment il est génial. Il m'a aidé, il est génial. Donc je lui ai demandé pour le livre, mais comment il fait? Et il fait pareil. C'est-à-dire, il y a le pur mécanique. On prend cet exemple-là, on croit que tout est mécanique là. Il y a le pur mécanique, et lui, il a compris qu'il y a plein d'interstices où il peut mettre un peu de l'humain et qui peut réussir à faire quelque chose qui est complètement magique, parce qu'il est complètement en relation à la situation, au banquier, au compte, à la personne. Il comprend et il voit quelque chose qu'autrement on ne voit pas. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi tu es si épanoui? Parce qu'à première vue, pour moi, être banquier, c'est pas le métier le plus épanouissant. Et il m'a dit, je fais le plus beau métier du monde. J'aide les gens à réaliser un des rêves les plus importants de leur vie, d'avoir leur appartement. Et c'est ça, vous voyez, la magie de l'ordinaire, ouais, ça change tout. Vous pouvez le faire en disant « Ah merde, pourquoi je ne suis pas chanteur ?» Mais lui, par là, il a l'impression de faire quelque chose qui aide les gens, qui a du sens. Et tu le dis d'ailleurs justement dans le livre sur savoir dire merde au diktat des process. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est presque la clé du livre. Dire merde au diktat des process. Il y a tout le temps ce truc d'une déshumanisation où tout est mécanisé, où il n'y a plus personne. C'est horrible. Et tu mets l'exemple de quelqu'un qui veut d'un couple qui veulent acheter un bien immobilier, et en fait la machine, quand ils rendent leur dossier, ça dit non, et c'est le banquier. Et pour avoir fait de l'immobilier, en étant hors des cases, intermittent du spectacle, musicien, en n'ayant jamais eu de stabilité, je me souviens qu'on m'avait toujours dit, il faut que tu rencontres un banquier humain, sors des banques nationales, va dans les banques régionales, rencontrer une vraie personne. Et t'as réussi? J'ai acheté 3 apparts en 1 an. Voilà. Grâce à ça, au contact. Si on met mon dossier dans une machine, on ne le prend pas. C'est clair. C'est et la vie, mais en fait, personne d'entre nous ne réussit si on fait des machines. C'est la fin de tout, les machines. C'est la crise de notre monde. C'est la crise de l'hôpital, c'est la crise de l'éducation nationale. La déshumanisation est générale. Et donc, il faut résister. Donc, la magie de l'ordinaire, c'est la résistance à la violence sociale dans laquelle nous sommes engoncés et qui nous tue, et qui nous fait croire qu'on est impuissant. Donc, c'est tout le paradoxe de mon livre. C'est comment retrouver de la puissance. J'imagine que tu es forcément contre l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Je ne vais pas d'être contre. D'abord, il s'agit de voir que l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. Donc déjà, il y a un problème de logique. C'est du calcul. Donc, ce n'est pas de l'intelligence. Elle n'est pas intelligente. C'est en fait, c'est même pas du calcul, c'est de la statistique. Comment ça fonctionne? Ça me passionne de voir comment ça fonctionne. C'est des statistiques faites de manière très rapide. Donc, l'intelligence artificielle, il faut juste la mettre à sa place. Le fait qu'on appelle ça intelligence, c'est complètement étrange. En tant que philosophe, là, je ne comprends pas. Ça me déconcerte. Qu'on appelle ça calculabilité généralisée, pourquoi pas? Ouais, c'est le mot là qui... en fait, c'est vrai que toi, j'ai le sentiment que tu as l'air tellement connecté à ce qui se passe, à l'autre, aux personnes, aux principes, aux concepts, à ce que tu lis, que là, quelque part, j'ai le sentiment, même si je l'utilise, l'intelligence artificielle, mais qu'on trouve beaucoup plus de froideur. L'intelligence artificielle, le problème... Alors moi, j'ai essayé. L'intelligence artificielle, je fais le test. Ouais. Pour un chapitre, j'ai essayé de demander. Okay. Pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, parce que ça ne dit que ce qu'on connaît déjà, puisque ça fait des statistiques. Alors moi, ce qui m'intéresse de penser, c'est quelque chose que j'ai pas encore pensé, quelque chose de vivant. Donc, si j'écoute un morceau de musique, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait quelque chose que j'ai jamais vu. Ouais. J'étais voir un spectacle de danse hier soir. C'était absolument... Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Dans la profondeur de l'être humain, il y a une capacité de commencement qui est complètement extraordinaire, complètement magique. Nous avons la possibilité de commencer. C'est trop triste de ne pas tirer profit de ce don extraordinaire que nous avons. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce spectacle hier? Justement, que j'avais jamais vu. Et il y avait une dimension de démesure et de folie qui entre en contraste, me faisait apparaître la manière dont bougent nos corps et que nous vivons comme extrêmement engoncés. Il y avait quelque chose là, j'avais l'impression, parce que je voyais, d'un rapport complètement plus profond
à ce qu'est notre corps et notre capacité d'entrer en relation. Il y a quelque chose presque d'une sorte de transe. J'ai beaucoup travaillé sur le chamanisme. Les maîtres tibétains que j'avais étaient aussi très profondément des chamans. C'était quelque chose que j'ai beaucoup reçu, qui m'a beaucoup marqué. Et je trouve qu'il y a des choses très profondes qui peuvent apparaître dans la capacité d'entrer en transe dans une situation. On perçoit des choses qu'autrement on ne percevrait pas et qui permettent d'être plus en lien avec le réel. Parce que nos idées sont très étroites. Nos idées sur le réel sont très étroites. Et ce qui me passionne, moi, c'est de sortir des idées pour rencontrer le réel. Mais au fond, ça a l'air un peu complexe, mais c'est tout bête. Vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous pouvez avoir vos idées sur la personne et vous pouvez la voir comme elle est. Et comme elle est, c'est toujours beaucoup plus passionnant que les idées qu'on a. Et quand on rencontre les gens, on est complètement ahuri. Ils ont l'air comme ça, complètement ordinaires, et puis ils vous racontent leur vie, leurs difficultés, ce qu'ils ont traversé. Et il y a une profondeur qu'on ne soupçonnait pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est ce côté complètement unique à chaque fois qui contient une puissance de transformation tout à fait précieuse. T'en parles d'ailleurs d'accepter l'inattendu. Oui. L'inattendu dans toute situation. Oui. C'est possible selon toi d'ailleurs, dans la façon dont on est potentiellement conditionné et selon le caractère d'une personne, d'être dans une forme d'inattendu au quotidien? Évidemment, puisqu'on l'a tous été comme ça, enfant. On a tous connu ça. On a tous été ouverts à l'inattendu. Donc c'est juste qu'on nous a tellement tapé sur la tête qu'on s'est coupé de ça. Mais le paradoxe, c'est que rien n'est plus simple que d'entrer en rapport à la magie de l'ordinaire. C'est très simple. C'est pas facile, mais c'est très simple. Voilà, on a dû me taper fort sur la tête parce que là, oui, mais bien sûr, on nous a tapé tous sur la tête. Ouais. Il faut rentrer dans le moule. Le message qu'on a depuis qu'on est enfant, c'est si tu es toi-même, tu ne seras pas aimé. Quand on est timide, mais arrête d'être aussi timide. Quand on est exubérant, mais pourquoi tu te crois sur une scène de théâtre ? Quand on veut comprendre les choses et que c'est important pour nous de comprendre, on nous dit mais arrête de poser des questions tout le temps. Quand on pose pas de questions, mais pourquoi tu poses pas plus de questions ? Donc on est tout le temps en faute. Et le message, c'est pour entrer dans le moule et pour être aimé, pour être accepté dans la société, ne sois pas toi-même. C'est un message effrayant. Et dans tous mes livres et dans La magie de l'ordinaire, j'essaye de montrer que ça ne marche pas. Mon problème est purement pragmatique. Si ça marchait de devenir ce que les autres veulent ou devenir un robot, que ça marchait, il n'y a pas de problème. Mais ça ne marche pas. Ça empêche de faire les choses, ça ne me rend pas heureux. Mais on a cette illusion tout le temps. Les gens croient toujours que si je suis moi-même, je vais être rejeté. Mais quand on n'est pas soi-même, on n'est pas accepté puisqu'on n'est pas soi-même. Donc on a perdu à tous les coups. En étant soi-même, certains vont nous rejeter et certains vont être très heureux de voir enfin quelqu'un qui dit quelque chose de vrai. Et c'était l'exemple pour mon boulot, qu'à ma surprise, ma directrice voulait que je sois moi-même et que j'ose dire ce qui me touchait moi. Alors que je pensais que moi, il fallait que je disparaisse pour avoir le droit de faire mon métier, que je sois complètement objectif. Mais non, en étant objectif, on ne sait pas. Et c'est pareil pour tout. On pourrait croire que là, c'est parce que je fais un truc qui est peut-être un peu artistique, mais vous allez voir un bon médecin. Qu'est-ce que c'est un bon médecin ? C'est quelqu'un qui, bien sûr, regarde les analyses, mais il faut qu'il rentre en rapport avec vous. Et il faut qu'il fasse, pour faire un diagnostic comme il faut, un bon médecin, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'il entre en rapport au réel, sinon il est un mauvais médecin. S'il est juste dans sa tête et ses idées, ses informations, il ne va pas voir. C'est invraisemblable. Comment un bon médecin va au-delà des apparences et de ce que les analyses pourraient dire, en disant « Ah tiens, on n'a pas regardé ça ». Et d'un seul coup... Ça fait tellement écho quelque part à des parts de moi où j'ai voulu rentrer dans des encore plus grands moules. Et j'ai remarqué qu'effectivement, quand je commençais à être moi-même, je connectais beaucoup plus à des gens avec qui j'ai une véritable connexion naturelle, plutôt que d'avoir... Enfin, même quand j'étais dans l'immobilier, en fait, au début, je portais des chemises, j'étais hyper carré parce que fallait bien présenter. Je fais des vidéos YouTube sur l'immobilier. Enfin, ça, c'était une autre vie, entre guillemets. Mais je voyais que quand je donnais du coaching immobilier, à un moment donné, quand j'ai fini par être moi-même, être entièrement naturel avec ma personnalité, en fait, ça matchait beaucoup plus avec les personnes que j'avais dans mes coachings. C'est évident. Et même dans ce podcast, je sais que j'essaie le plus d'être le plus naturel. Même si des fois, je me souviens d'une toute première interview que j'ai faite avec Natacha Calestrémé, j'avais écouté l'interview avec Anne Gecker de Métamorphose juste avant. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que je me suis comparé à Anne Gecker. Or, on est très différents, on a une approche qui n'a rien à voir. Et heureusement, parce qu'en fait, elle a sa personnalité et ses forces. Et moi, j'ai ma personnalité et mes forces.
Et à un moment donné, quand j'ai fait l'interview de Natacha, je me souviens que j'ai dû lâcher la comparaison. Sinon, j'aurais jamais réussi à la tenir. C'est clair. Un des chapitres du livre, c'est la magie de l'ordinaire, c'est dire je. Tant qu'on dit pas je, dire je, oser dire je. Et évidemment, là aussi, on est complètement trompé parce qu'on nous fait croire que dire je, c'est égoïste. Faut pas dire je. À l'école, on nous a appris, faut pas dire je. Faut dire nous. C'est insensé. Au contraire, il faut dire je. Parce que quand on dit je, on est obligé de s'engager. Qu'est-ce que tu veux dire là? Donc tu as raison. Si tu poses une question et que c'est une question qui a du sens pour toi, ça change tout. Ouais. Si tu fais une question en croyant que c'est la question qu'il faut que tu poses, c'est effrayant. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens écoutent des podcasts et un peu moins les médias officiels, parce qu'ils en ont marre de ces questions qui sont habitées par personne et qui ne sont pas des vraies questions. N'importe quelle question qu'on pose qui a du sens pour nous, on dit il y a du lien qui se crée, il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est humain. On est tous malheureux d'être coupés de la dimension humaine, de partage, de relation. C'est une trop grande douleur. Et au fond, c'est ça l'enjeu de mon livre, c'est de montrer mais par où retrouver cette dimension la plus nourrissante, la plus chaleureuse et la plus réconfortante. Et ça passe par ce renversement radical, d'entrer dans le lien qui impose de dire « je ». Ouais, tu m'as touché d'ailleurs dans une des parties où tu donnes un exemple d'une personne qui doit rentrer en contact avec ses collègues. Elle se sent toute seule parce qu'elle est rentrée dans une entreprise. C'est un de mes amis, il rentre dans une entreprise, il est tout seul. Et au début, il est complètement bloqué. Personne ne lui parle. Et la magie de l'ordinaire, c'est de voir par où il y a un petit biais qui va lui permettre d'entrer en relation. Et c'est tout simple, il boit un café, il commence à inviter quelqu'un, il y a un petit lien qui se tisse. Comment on tisse des petits liens comme ça qui font un tout petit pas parce qu'il est un peu timide et quelque chose s'est passé à sa manière. Ou aussi sortir davantage si on veut faire des rencontres, aller dans un groupe de sport ou autre. Tu invites aussi beaucoup à sortir de son quotidien pour justement s'ouvrir à la magie. C'est clair. Globalement. Et ça, c'est quelque chose... C'est comme si j'avais le sentiment que plus on vieillit, plus notre confort devient le plus important. C'est clair. Toutes les études le montrent. Enfin, mon livre, c'est pour montrer que le confort n'est pas le bonheur. Pour le dire en une formule. Nous confondons le confort et le bonheur. Le bonheur, c'est pas le confort. Le bonheur, c'est que quelque chose a lieu qui vient quand même faire un peu effraction. Je rencontre quelqu'un, je ne sais pas. C'est fondamental. Je fais quelque chose, je ne sais pas. Mais quand j'y arrive, du coup, c'est ça qui fait que c'est magique. Je racontais, quand j'écris un livre, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Il y a des moments où je suis désespéré. Mais quand j'y arrive, du coup, je suis tellement content. Mais nous, on voudrait que tout aille bien. Mais si tout aille bien, si tout est confortable, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et les gens le savent bien, parce que tous les gens qui ont eu des enfants, ils savent bien, si vous voulez être confortable, il ne faut pas avoir d'enfants, parce que là, c'est vraiment inconfortable. Mais ça rend heureux. Donc on voit bien. Mais là, on comprend à mon exemple. Mais après, dans la vie, on croit tout le temps que le confort, c'est bien. Mais c'est un piège redoutable. En dehors de l'écriture d'un livre, tu as d'autres exemples de toi, au quotidien, qui sort de ta zone de confort? Moi, j'aime pas sortir de la zone de confort, parce que j'aime pas du tout cette expression, parce que il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort. Il s'agit de trouver la solidité chez soi, d'avoir sa zone, et en même temps de sortir. Il y a un équilibre entre les deux. Par exemple, dans l'éducation, ce qui vient de la théorie de l'attachement de John Bowlby, l'enfant qui se sent en sécurité explore le monde davantage. Donc c'est un peu le paradoxe. Plus l'enfant se sent aimé et en sécurité par un parent, plus il a envie de jouer avec les étrangers. S'il est maltraité et qu'il y a une sorte d'attachement désorganisé, alors il a peur de sortir, il est confus. Donc je dirais que ce n'est pas sortir de sa zone de confort, que je trouve un truc tout fait, c'est trouver un espace sécure. C'est très important. Au fond, la transmission de la méditation que je fais, c'est pour aider les gens à trouver un espace sécure. Peut-être plus que sécurité, un espace sécure. Parce que quand j'ai l'espace sécure, je suis prêt, je me sens bien, donc je peux rencontrer l'inattendu. Mais je ne peux pas rencontrer l'inattendu si je suis paniqué. C'est vrai que j'aime pas l'expression sortir. Il ne s'agit pas d'être paniqué pour paniquer. Il s'agit de trouver une vraie dimension sécure. Et le confort m'égare. Parce que c'est abstrait. Je veux pas
vais pas écrire un livre parce que je sais pas, je vais pas aller rencontrer telle personne parce que je sais pas. Là, je suis figé. C'est le figement qui pose problème. Ouais. Donc il faut sortir du figement. Ouais. J'ai l'exemple qui me vient en tête, qui je sais pas s'il parlera à beaucoup de personnes, peut-être pas à toi, mais je me souviens d'avoir été en boîte de nuit seul en Espagne. Je rentrais de voyage, bon bref, je finis en Espagne. Je vais en boîte de nuit avec mon meilleur ami qui ne voulait pas se sortir ce soir-là. Je suis assez timide. Ça se voit, souvent les gens ne l'imaginent pas, mais je peux être assez timide. Et en fait, j'étais assez mal à l'aise. La soirée, franchement, je me suis ennuyé. Et le lendemain, je suis retourné à cette soirée avec mon meilleur ami. J'étais beaucoup plus confortable et il s'est passé beaucoup plus de choses. Voilà. Je me sentais beaucoup plus aligné. J'étais pas justement dans cette zone de panique, en fait. Absolument, c'est fondamental. C'est très bien qu'on ait dit ça aux gens, parce que là, on n'en peut plus de ce truc de sortir de ta zone de confort. C'est très bien. Ton histoire est absolument évidente. C'est parce que je me sens bien dans mon bureau que je peux travailler sur des choses que je connais pas. On a tous besoin de trouver un équilibre entre là, je me sens bien, et là, je m'ouvre à quelque chose. C'est comme ça qu'on trouve la magie de l'ordinaire, bien sûr, c'est évident. Ouais, mais en fait, j'ai moi-même fait des stages, tu vois, où on nous pousse à vraiment faire des choses qu'on n'a jamais fait, à être dans des zones de panique. Mais tout ça, c'est absurde, c'est complètement abstrait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, selon toi, les gens travaillent autant sur eux et continuent à tourner en boucle? Alors, il y a plein de raisons. Là, il y a des dizaines de raisons. Là, on aurait dû faire un entretien que là-dessus. Il y a plein de problèmes. Le premier problème, c'est croire qu'il faut se comprendre. Le nombre de gens qui peuvent s'expliquer en long, en large tous leurs problèmes et rien n'a changé. L'idée qu'il faut comprendre la source de nos problèmes pour avancer est une idée complètement fausse. Voilà, déjà. Donc il y a plein de gens qui travaillent sur eux et ils peuvent parler pendant des heures. Ça les rend juste de plus en plus égocentriques et enfermés en eux-mêmes, c'est une catastrophe. C'est beaucoup mieux de sortir de soi. Donc je dirais, travailler sur soi-même, ça dépend comment et où. Si on n'ouvre pas à quelque chose au réel, c'est un enfermement complet. Puis, les ressources que nous avons, nous ne les connaissons pas. Au fond, c'est tout bête. Quand on demande à un ado, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est une question idiote. Ça arrive 1 fois sur 1000 que quelqu'un sache ce qu'il veut faire plus tard. La plupart d'entre nous nous sommes accomplis. J'aurais jamais pensé quand j'étais adolescent, en plus j'étais très mauvais élève, que je viendrais écrivain, youtubeur, je ne savais même pas que ça existait quand j'étais adolescent, et éditeur, mais jamais j'aurais... ça n'a pas de sens. Donc, en fait, c'est pas en se regardant soi-même qu'on découvre qui on est. C'est en entrant en relation avec le monde qu'on découvre qui on est. Ce que disait Bernanos, se connaître soi-même est la démangeaison des imbéciles, qui est un grand écrivain. Donc, le travail sur soi, la plupart du temps, c'est un enfermement qui ne mène à rien. Alors, ça, c'est ma conviction depuis toujours. Il m'arrive, dans ma vie, une sorte de grâce et de miracle. C'est que, ça c'est ma conviction depuis toujours, ça c'est un peu le cœur, disons, de la transmission, de la méditation, et le cœur aussi de ce que j'ai compris du chamanisme. C'est vraiment le cœur, c'est-à-dire on s'ouvre au réel, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à quelque chose qui est plus grand que nous, et on sort de soi-même. Mais alors, le truc qui m'est arrivé, c'est que depuis une dizaine d'années, je vois un renouveau de nombreuses thérapies complètement qui m'étonnent, qui ne cessent de montrer que la seule manière d'apaiser quelqu'un qui vit une grave difficulté, un trauma, on se rend compte de plus en plus que c'est, non pas pour tout ce qu'on a expliqué pendant des années, mais c'est justement ce que je décris là, qui est une confirmation que c'est pas en se regardant, en essayant de se comprendre, c'est en revenant à un espace de magie ordinaire, sécure, que quelque chose peut avoir lieu. Donc moi, je me suis vraiment passionné comme éditeur. Sur ma chaîne, j'ai beaucoup invité de gens qui travaillent par exemple sur le trauma. C'est quand même, pour moi, une des grandes révolutions thérapeutiques de ces 20 dernières années, c'est la question du trauma. Pourquoi c'est vraiment fondamental? Parce qu'avant, on a complètement nié le trauma. Quand quelqu'un avait un problème, on pensait que c'était de sa faute, il y avait une névrose, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas bien fait. Donc tu souffres, tu es angoissé, tu te sens perdu, tu as des problèmes de relation, tu souffres, résultat, double peine, c'est quand même au fond un peu de ta faute, et si tu faisais des efforts, tu n'aurais pas ton problème. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça avec le trauma, c'est qu'il y a des traumas. Soit tu as vécu un accident, tu as vécu
une forme de violence, soit c'est peut-être aussi un trauma de développement, quelque chose s'est passé dans notre éducation, dans notre enfance, il y a quelque chose qui nous a bloqués et on est figé. Et là, le trauma permet de comprendre quelque chose de complètement dingue, c'est que notre problème vient qu'il y a un truc qui s'est crispé. Si un chat chasse une souris, que la souris fait le mort, le chat s'en va, la souris se lève, elle bouge un peu, même un peu, elle attaque le chat imaginairement, et elle court et c'est fini. Les êtres humains ont ceci de particulier que 20 ans après, ils voient encore le chat. Donc il y a un bug tout à fait fondamental, il y a un bug dans notre esprit qui fait qu'il y a une collusion de l'espace et du temps qui nous fige. Donc c'est en revenant à la magie de l'ordinaire qu'on peut aider les gens à se libérer du trauma. Donc ça a été pour moi, je dois dire, là je vais très rapidement, il faudrait, à la fin du livre, il y a une très grande partie où je donne toutes les références pour montrer pourquoi la magie de l'ordinaire, c'est vraiment le cœur d'un mouvement de dépassement. Et je raconte toutes ces nouvelles recherches thérapeutiques. Et ça, là, je dois dire que dans ma vie, c'est un des événements les plus invraisemblables, parce que j'ai une conviction, je fais une expérience, je transmets cette expérience comme enseignant de méditation, puis au sein de Réseau, l'école de méditation que j'ai fondée, et je découvre une confirmation thérapeutique, clinique et scientifique que c'est ça, une vraie manière d'aider les gens. Et donc ça va à l'encontre de ce que les gens appellent travailler sur soi-même, où je me regarde le nombril, j'essaie de comprendre mes problèmes, je m'enferme dans mes problèmes. Tout le problème que beaucoup de gens, pour guérir du trauma, on les a retraumatisés. On leur fait parler du trauma, on leur fait revivre le trauma. C'est horrible. C'est pas en revivant votre trauma que vous allez aller mieux. C'est pas du tout par là. Et là, on le voit bien. En ce moment, on parle beaucoup des procès d'enfants qui ont vécu des abus sexuels quand ils étaient enfants. Leur parler de leur trauma, ça les libère pas du tout. Ça les retraumatise. Donc, c'est pas du tout par là qu'on va aider. Donc là, il faudrait aussi essayer de comprendre un peu les nouvelles recherches avant de parler comme on parle des gens. Du coup, passons à quelques questions-réponses rapides. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas écouter, tu vas voir qu'est-ce que ça t'inspire. Que signifie pour toi le mot « ose » ? Je dirais là, aujourd'hui, oser, c'est oser être à l'écoute de ce qui s'appelle à nous. Qu'est-ce qui fait effraction, comme on sent que ça, c'est vrai pour nous. Et ça ne peut venir que de l'écoute. Ouais. Et pas de nos idées. Et la plupart des gens se trompent, ils croient qu'oser, mais ils osent à partir d'idées qu'ils ont dans la tête et ça ne leur correspond pas du tout. C'est pas ça qu'ils ont à faire dans leur vie à ce moment-là. Tu dis que la magie est dans l'ordinaire, mais l'ordinaire, ça fait pas un peu chier parfois ? Oui, l'ordinaire, c'est le paradoxe de tout le sujet du livre. L'ordinaire, on n'en veut pas et on veut de la magie. Or, c'est tout à fait faux. C'est parce que je m'ouvre à l'ordinaire qu'il peut y avoir de la magie. Donc moi, j'ai une passion. J'ai plein de passions, mais une pour la cuisine, et en particulier pour les très grands chefs. Je reçois quelques-uns sur ma chaîne. Donc je parle à un grand chef, le livre n'était pas encore sorti, il me demande quel est ton prochain livre. Je lui dis la magie de l'ordinaire. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est l'extraordinaire, je ne travaille que sur l'extraordinaire. Et en fait, sur le coup, j'étais très embêté, je dis, mince, j'aurais jamais dû écrire mon livre. Mais après, quelques jours plus tard, je vais le voir là bientôt, je vais lui dire, j'ai trouvé la réponse. Il ne peut trouver l'extraordinaire que parce qu'il s'ouvre à l'ordinaire. Il fait une carotte absolument hors du commun. Une carotte, c'est complètement chiant. Et lui, il la transcende. Il en fait un truc complètement dingue. Il la vide, il met une farce de carotte dedans. Enfin, un truc complètement poétique, dément. Mais en fait, c'est parce qu'il s'ouvre tellement à l'ordinaire qu'il peut en faire quelque chose de magique. S'il ne s'ouvre pas à la carotte et qu'il fait n'importe quoi avec la carotte, ça ne va pas nous intéresser. Ça va être immangeable. Il faut bien qu'il s'ouvre au réel. À ce que c'est une carotte, comment on la cuit, comment on la fait, comment on la transcende, comment je la sale. C'est entièrement une passion pour l'ordinaire qui nous ouvre à l'extraordinaire. Sans l'ordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire. C'est quoi ton remède quand tu as envie de tout contrôler ? J'ai aucune chance de tout contrôler, je peux pas. Je suis un peu vacciné, je suis tellement hypersensible que l'idée de contrôler... Mais, disons, mon remède, c'est la solitude. Je me rends compte que quand il y a un truc qui ne va pas, c'est que j'ai besoin d'être seul. Pourquoi on est autant obsédé par la performance ? Il faut être précis. Notre monde nous dit que c'est la performance qui marche. Moi, je ne suis pas contre l'excellence.
Si je vais voir un médecin, je veux qu'il soit le meilleur. Quand je suis un peu obsessionnel pour les restaurants, j'aime bien ceux qui sont les meilleurs. Pour tout, j'aime bien ce qui est le meilleur. Mais l'excellence, c'est pas la performance. La performance, c'est technique, c'est ce qu'on mesure. C'est complètement désincarné, c'est pas vivant. L'excellence, ça implique qu'il y a un engagement. Pour donner le meilleur de soi-même, il faut bien que ce soit humain, qu'on cherche quelque chose au fond de soi, qu'on cherche à la fois notre inspiration, qu'on aille au fond des tripes. Donc la performance nous trompe, on confond ça avec l'excellence. Moi, je suis pour l'excellence, je suis pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, changent le monde. Le monde va mal, j'espère bien que les gens, ça vaut la peine d'essayer de faire les choses le mieux possible. Si je suis instituteur, la performance, c'est complètement extérieur. C'est pas ça qui fait que je suis excellent. Ce qui fait que je suis excellent, c'est que je vais rencontrer mes élèves, que je vais les aimer, tout ce qu'on peut pas mesurer. Mais après, le drame de notre monde, c'est qu'on croit que quelque chose qui compte, c'est ce qu'on mesure. Donc je donne toujours cet exemple-là. On a tendance aujourd'hui à vouloir tout mesurer, donc on veut mesurer comment un infirmier ou une infirmière fait son travail. Donc la performance, c'est combien elle fait d'actes dans une journée. Mais on compte absolument pas si elle dit bonjour, si elle est aimable. Or on sait, moi pour avoir accompagné des gens en grande souffrance, on sait très bien que si une infirmière ou un infirmier est gentil, vous parle, ça change tout. Et ça compte pas. Donc ça ne compte pas dans la performance. Mais est-ce que c'est pas central à l'excellence ? Et pour tout, c'est pareil. Faut-il forcément une claque dans la vie pour enfin apprécier un nuage ou un bon thé ? Non. Il faut des fois un bon câlin. Est-ce qu'un fou rire avec un pote vaut mieux qu'une retraite de yoga silencieuse à 1 500 €? Ah non, il vaut mieux la retraite silencieuse. Je ne crois pas que le fou rire avec un copain puisse transformer sa vie. Après, ça dépend quelle retraite de yoga, et je ne sais pas si 1 500 €, mais je ne veux pas répondre oui, parce que je pense que qu'est-ce qui va nous transformer ? Je ne peux pas savoir. C'est pas juste vivre des bons moments. Il y a des moments peut-être... moi, j'ai fait des retraites de méditation très intenses. Ça a été des moments décisifs pour moi. Et évidemment, la plupart du temps, c'est nul ce qu'on fait. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils font des trucs de yoga, c'est juste ou de la méditation. 90% de ce qu'on appelle sous de la méditation, c'est juste horrible, puisque c'est juste une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, c'est pas du tout ce que je crois qui est central. Et la transmission de la méditation aujourd'hui, elle est quasiment... c'est très très rare, les îlots, où on transmet la méditation comme manière de trouver cette dimension sécure et de réconciliation avec sa propre vie, et pas juste une manière d'essayer d'augmenter son potentiel, je ne sais quoi, attentionnel ou n'importe quoi. Donc évidemment, là, la question, c'est ça. Mais une vraie retraite, ça peut être formidable. Je t'encourage à venir faire une retraite de méditation dans Réseau. C'est beaucoup moins cher, et tu verras, c'est encore plus extraordinaire qu'un fou rire avec un pote. Ok. Je t'invite à le faire, et puis tu en témoigneras. Oui, totalement. Et puis je prends aussi le fou rire, parce que j'aime bien. Bien sûr, bien sûr. T'es coincé dans un aéroport, tu vois la magie ou t'as envie de mordre ? Je vais avoir envie de mordre pendant quelques minutes, mais au bout d'un moment, ça va, ça sert à rien. Donc je vais essayer de voir la magie, bien sûr, j'essaie de voir la magie. À quoi le fait de me plaindre, c'est insensé. Enfin, surtout dans ton exemple. Tu aurais donné un exemple où le fait de se plaindre peut changer la situation. Je t'aurais dit, je me plains. Mais là, ça sert à rien. Je vais mordre, mais ça va absolument rien changer. Donc il vaut mieux essayer de trouver l'endroit le plus sympathique de l'aéroport, peut-être un endroit où je peux boire un très bon thé, ou appeler un ami, enfin trouver une solution pour que ce soit un moment magique. C'est naturel chez toi ? Non, c'est une discipline, c'est un art. Je veux dire, il y a un art de vivre. Je peux avoir envie de râler pendant moi je suis pour, ça c'est dans un autre livre, j'explique, je suis pour râler. Je trouve que c'est formidable, mais 2 minutes, pas plus. Je trouve ça bien. On est à l'aéroport, je râle, c'est horrible, c'est monstrueux, mes vacances sont ratées, tout c'est nul. Allons-y à fond, on sent mieux. Mais 2 minutes, 3 minutes, après il faut passer à autre chose. Le ressassement ne fait que nous plomber, ça ne nous aide en rien. Donc d'abord 2-3 minutes, oui, parce que ça nous aide à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Il faut accueillir ce qu'on ressent. On n'est pas obligé de s'y laisser enfermer. Ça vaut la peine de faire autre chose. C'est quand la dernière fois que t'as dit non juste parce que ton corps disait stop ? Tous les jours. Je reçois des demandes tous les jours et je dis non. Enfin, je dis non tout le temps. On me demande tas de choses. Voilà. Avec, disons, ce que je fais. Tous les gens, on me demande de faire des conférences, on me demande de faire des podcasts, on me demande de faire plein de choses. Je dis non tout le temps. Donc tous les jours. Ce matin, j'ai reçu mes mails et j'ai dit non
T'as appris à t'écouter aujourd'hui totalement, à être en totale phase avec totalement. Non, parce que c'est un travail. Donc, c'est pas que c'est fait, c'est tout le temps à faire. On est tous des débutants, moi aussi. Mais j'essaye tous les jours. Oui, c'est un travail, tous les jours, d'être en phase avec quelque chose qui est plus grand que nous, qui mérite qu'on l'écoute. Oui, bien sûr. Donc, je dirais, je suis débutant comme tout le monde. Mais je sais que c'est ça par où il faut aller. Sinon, on se perd et du coup, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Et pour terminer, ma question signature, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? D'abord, malheureusement, je ne peux pas répondre en 2 minutes parce que les choses les plus grandes, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Il faudrait expliquer le contexte. Il faudrait... Là, parce que les choses les plus grandes... Là, je suis vraiment embêté. Les choses les plus grandes que j'ai faites sont des moments de crise majeure où je suis sorti d'un sentier qui semblait s'imposer. Mais là, il faudrait rentrer dans le détail. Pourquoi ? Comment ? Et voilà, c'est assez rare, je dirais. Les moments fondamentaux, c'est les rares moments où on hésite beaucoup. Et c'est pas si souvent, parce que la plupart du temps, on sent un peu ce qu'on a à faire. Mais il y a quelques moments dans sa vie où on a hésité. On a peut-être cru qu'on allait tout perdre. Et il faut accepter de tout perdre pour renaître vraiment. Donc je dirais, c'est ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. Où vraiment, là, je dis 2-3 fois parce qu'il y a 2 fois majeures, puis peut-être une fois un peu moins majeure. Mais là où d'un seul coup, on prend un risque. Et c'est seulement plus tard qu'on se dit « Ah ben oui, c'était évident, c'était ça mon chemin. Si je ne l'avais pas fait, tout aurait été de travers. » Mais sur le moment, on voit juste le risque. On ne voit pas le possible. Le possible, on ne le voit jamais. Pour les grandes choses, on ne voit pas le possible toujours, tout de suite. Ouais, ce que tu dis, je trouve que c'est fort parce que ça montre bien que souvent les gens peuvent voir cette question, qu'est-ce que j'ai fait qui a le plus brillé ou qui a fonctionné. Or, j'ai le sentiment que quand on ose intimement, c'est un risque qui n'est pas... On ne sait pas ce qui va se passer. C'est clair. Et quelque part, moi j'ai le sentiment d'avoir osé tellement de choses dans ma vie, que ça soit dans la musique, dans l'immobilier, dans le podcast, dans les voyages. Mais le plus dur pour moi, ça a été un soir de janvier, dire à mon ex, il faut qu'on parle, ça va plus entre nous. Et de casser la routine confortable. Oui, oui, parce que là, c'est peut-être je perds tout, mais si je ne fais pas, je meurs moi-même. Tout à fait ça. Et ça, c'est ça la vraie manière, c'est ça vraiment oser. Ouais. C'est d'un seul coup être appelé à changer la trajectoire de sa vie pour être fidèle à quelque chose qui est plus grand que soi, auquel on sent qu'on doit consentir. Et oui, c'est évident. Et j'ai toujours pas la clé. C'est-à-dire que des fois, si on me dit si tu devais revenir il y a 2 ans, bah honnêtement, c'était plus confortable. J'allais mourir à petit feu, je mourrais à petit feu, mais c'était plus confortable que la détresse de la solitude. Et de pas savoir qu'est-ce qui m'attend par la suite, tu vois. Donc oser, je trouve que ça demande un courage. Oui. C'est clair. Donc maintenant, c'est comment être ouvert à ce qui doit advenir. C'est ça la clé pour toi. À la magie de l'ordinaire. Oui, mais non, je dirais, c'est en t'ouvrant à la magie de l'ordinaire que tu peux t'ouvrir à ce qui s'adresse à toi. Je dirais, c'est ça. Parce que là, il n'y a aucune raison de rester seul. Et donc, c'est en ouvrant à la magie de l'ordinaire, pour de bon, c'est-à-dire s'ouvrir à ce que la vie nous montre, mais nous ne voyons pas la vie. La vie nous tend la main, mais nous ne voyons pas que la vie nous tend la main. C'est terrible. C'est ça. Tu parles à la question, pourquoi les gens tournent en rond en travaillant sur eux-mêmes ? Parce qu'en travaillant sur eux-mêmes, ils s'intoxiquent au lieu de voir, mais où quelqu'un te tend la main pour que tu avances. Donc c'est ça. Je m'ouvre à la magie de l'ordinaire de ma vie, j'ouvre à ce qui est vivant dans ma vie. La magie de l'ordinaire, c'est je m'ouvre à tout ce qui est vivant pour pouvoir avoir une chance de sentir d'un seul coup, quand la vie nous tend la main, quand la fortune nous sourit, ou maintenant on dirait plutôt quand la chance arrive, elle passe subrepticement. Elle ne vient pas avec les cymbales et les trompettes. Donc la plupart des gens manquent parce qu'ils sont dans leur tête. Et ça, c'est terrible. Ça, la magie de l'ordinaire, c'est trouver le point, paf, où d'un seul coup, on transmute, on transcende le problème. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup Fabrice. Merci. On te retrouve évidemment
avec ton livre, La magie de l'ordinaire, aux éditions Flammarion, disponible partout, je le mets dans le descriptif de l'épisode. On te retrouve aussi sur ton Instagram, sur ta chaîne YouTube, ton podcast Dialogue, sur ton site internet, fabricevidal.com. Bref, il y aura tous les liens dans la description. T'as quelque chose en ce moment que tu organises, la méditation? Il y a l'école de méditation, où tout est en ligne. Et on est la principale communauté de méditants dans le monde francophone, dans une perspective complètement non commerciale, d'association. Il y a les cours en ligne que je donne sur mon site pour rencontrer la magie de l'ordinaire, travailler avec l'enfant intérieur, découvrir ce qu'est la méditation, s'initier à cette dimension chamanique dont j'ai parlé. Donc les gens peuvent trouver ça sur mon site. Donc plein de choses. En tout cas, t'as un sourire très touchant. Je te vois peu sourire dans les interviews ou autres, mais là j'ai capté des moments où j'ai l'impression que tu dois être très drôle, que tu dois avoir beaucoup d'humour. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué, et là de le voir, en fait c'est comme si je voyais le petit garçon. C'est ce que tout le monde me dit. Ouais. C'est tout à fait vrai. Je revois le petit garçon qui s'est fait ami avec un âne quand tu racontes dans ton livre, et je revois je sais pas. Enfin voilà, je voulais juste te le partager parce que vraiment je l'ai capté avec toi, et tu dégages cette douceur qui est très agréable en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Fabrice Midal a pu t'inspirer à reconnecter à la magie de l'ordinaire. En tout cas, sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment quelque chose de très 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 important, parce que pour avoir des invités comme Fabrice justement, ça permet de référencer davantage le podcast et que les invités me fassent confiance. Donc c'est vraiment une pierre à l'édifice que tu mets pour faire évoluer ce podcast. Donc je te remercie d'avance pour les 5 étoiles et le petit commentaire que tu peux laisser. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Allez, je te dis à très bientôt, salut!